Janine Mabunda, bonjour. Bonjour. À Béni et dans sa région, les tueries se multiplient. La population est exaspérée par l'inaction de l'armée congolaise et de la MONUSCO face aux rebelles ADF. Témoin les dernières manifestations de ce lundi. Qu'est-ce que peut faire l'État congolais? Et avant d'y répondre, moi je voudrais envoyer à partir de Paris tout mon soutien, toute ma compassion, ma solidarité aux gens de Béni, une ville où je suis allée souvent dans mon ancien métier. Mais il est vrai que je peux comprendre la saturation des populations parce que c'est un problème qui est persistant, qui a du mal à être résolu, mais il faut voir ce qui est fait. Alors en ce qui concerne les FARDC, il faut quand même préciser qu'à la demande d'ailleurs des populations de Béni représentées par leurs députés nationaux, le ministère de la Défense avait reçu il y a un mois environ tous les députés originaires de Béni et ça avait donné lieu évidemment à des décisions et des correctifs comme le renforcement, le doublement de la présence des forces armées de la République démocratique du Congo à Béni. On est passé de 11 000 soldats là-bas au double. De deux, il est vrai que les populations s'interrogent sur la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO. Elles ont sans doute, et je ne dis pas que je les rejoins dans leur point de vue, mais nous avons une force de maintien de la paix qui est là depuis plus de 20 ans en RDC. Nous avons eu de bons progrès ensemble, mais aujourd'hui, par rapport à la situation de Béni, si on rajoute aussi l'épidémie d'Ebola, il est quand même compréhensible que les populations soient frustrées vis-à-vis de la présence de la MONUSCO et sa capacité ou son incapacité d'action. Les gens de Béni demandent à la MONUSCO de partir. Bon, écoutez, si vous habitiez comme eux dans des villages où les familles sont égorgées de façon répétitive, la première fois vous faites confiance au chef de village, si on assimile la MONUSCO à un conseiller du chef de village. La deuxième fois vous dites je donne le bénéfice du doute. La troisième fois vous n'avez pas d'autre choix. Soit les personnes se disent on va se faire justice soi-même, ce qui est très dangereux, soit alors elles disent ces personnes n'y arrivent pas et il est normal qu'elles se posent des questions. Mais je ne suis pas spécialiste de guerre, donc je suis prudente dans ce que je dis, mais je comprends parfaitement la frustration des populations face à un phénomène qui dure depuis plusieurs années et où finalement on a affaire aussi à des phénomènes de guerre, mais dont les origines ne sont peut-être pas qu'uniquement congolaises. Alors ce que ne comprennent pas les Congolais, c'est que depuis 2 semaines, il y a une offensive militaire des FARDC contre les rebelles ADF dans la région de Béni, et c'est justement à ce moment que les attaques des ADF se multiplient contre les populations, ce qui prouve l'incapacité apparente de votre armée. Je ne sais pas si notre armée est incapable, parce qu'une armée qui pendant 19 ans a pu faire face à des problèmes de conflits beaucoup plus impactants, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'armée congolaise est incompétente. Il faut voir d'où on vient, où on est aujourd'hui. En 2001-2003, le Congo était pratiquement divisé en 3. Toutes les armées voisines se battaient sur le sol de la RDC. Et donc, c'est les ersatz, c'est les résultats de ces conflits que nous gérons encore aujourd'hui. Ça prendra du temps parce qu'il faut éviter aussi les dommages collatéraux. Donc, dire que l'armée congolaise est incompétente, je ne pense pas, parce que c'est cette même armée congolaise qui est envoyée dans des missions de maintien de la paix en Centrafrique ou ailleurs aujourd'hui. Plusieurs députés de l'Assemblée ont été reçus au ministère de la Défense, mais le ministre de la Défense n'a pas été encore entendu par votre Assemblée nationale, et beaucoup de Congolais s'en étonnent alors qu'on est en plein dans une actualité militaire très forte. Alors ils ne doivent pas s'en étonner, l'Assemblée nationale a reçu du député Juvenal une demande justement de questions orales avec débat sur les questions militaires à l'est du pays et particulièrement à Béni. Et donc après le budget, où les questions de sécurité quand même ont été évoquées, après le budget, ces questions orales et ces questions d'enquête vont certainement être programmées. Elles ont déjà été annoncées à la conférence des présidents. Est-ce que vous avez un point de vue sur la participation des armées étrangères aux opérations dans l'est du Congo? Il y a des tas de groupes armés qui disent que l'armée rwandaise est déjà par exemple actuellement présente au Congo, notamment dans le territoire de Rutshuru ou même dans le Massissi. On parle aussi de l'armée burundaise au sud Kivu. Est-ce qu'il n'y a pas matière à un contrôle, à une enquête parlementaire? Je crois que je l'ai déjà dit, on ne va pas se dérober face à nos responsabilités. Il y a eu des demandes donc, de questions orales avec débat. Quand je parle de questions orales, je parle de contrôle parlementaire en général. Ça peut aussi bien être une question orale qu'une commission d'enquête sur terrain. Et donc oui, on est d'accord sur cette idée, ça semble légitime. Est-ce que j'ai une réponse à ce stade-ci sur la présence d'états-majors conjoints ou d'états-majors intégrés qui travailleraient avec l'armée congolaise? Je ne suis pas de l'armée congolaise, je ne suis pas le ministre de la Défense et donc j'aimerais beaucoup les recevoir à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse en parler.
Depuis 9 mois, votre coalition FCC et la coalition cash du président Tshisekedi cohabitent, mais c'est de plus en plus difficile, témoin la destruction des effigies. Quelquefois c'est l'effigie du président Tshisekedi, quelquefois c'est l'effigie de l'ancien président Kabila. Est-ce qu'on ne va pas vers la rupture? Non, je pense pas du tout. Il faut quand même faire confiance à la volonté des Congolais, des 400 tribus que nous représentons, des 26 provinces que nous sommes dans notre diversité. Il faut quand même faire confiance à ces Congolais-là pour préserver ce qui nous rassemble. Et ça, c'est l'unité et c'est la paix. Il ne vous a pas échappé que les Congolais ont voté un président, anciennement issu de l'opposition, mais des représentants du peuple issus de l'ancienne majorité ou de la structure politique du président sortant. C'est un scrutin très contesté, Madame la Présidente. On peut polémiquer là-dessus, mais enfin, ce que moi je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette volonté des Congolais d'aller vers une solution pacifiée, une solution de compromis, une solution de consensus. C'est pas une solution clivante et confrontationnelle. Et par rapport à ça, je pense que oui, la cohabitation, c'est un défi. On sait bien que ça ne va pas être facile. C'est comme un mariage. Il y a des hauts, il y a des bas, mais est-ce que c'est pour ça qu'on divorce? Pas nécessairement. Donc il faut mettre toutes les petites divergences de vue de nos militants sur une question de pédagogie. C'est à nous, les décideurs, à insuffler cet état d'esprit de cohésion. Alors vous parlez de mariage. Félix Tshisekedi a cette formule, en parlant de vous. Les FCC, il y a quelques mois, ces gens-là étaient nos adversaires. On ne va pas soudainement se faire des bisous sur la bouche. C'est pas vraiment un grand mariage. Bon, je crois qu'il l'a utilisé dans ses propres termes et ça l'engage, mais moi, je me réfère sur ce qu'il a dit à Berlin, où il a valorisé la coalition et la nécessité du vivre ensemble. Et aux jeunes du PPRD, votre ancien candidat FCC, Ramazani Chadari, vient de déclarer « Si on vous attaque, nous allons réciproquer ». Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin dans la confrontation, justement? Bon, je crois que vous voulez citer le FCC, mais il faudrait, pour être équilibré, citer aussi certains propos tout aussi extrêmes que nous avons entendus dans d'autres partis. Mais mon propos n'est pas d'extraire des phrases isolées. Mon propos est de dire nous serons garants de la transition, comme président de l'Assemblée nationale, comme citoyenne congolaise. Je veux croire à la paix et on doit travailler ensemble pour que cette paix se fasse. Alors vous dites qu'il y a des propos qui peuvent être virulents dans l'autre camp. J'imagine que vous faites allusion à votre propre vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui a menacé de fouiner dans le passé des partisans de Joseph Kabila, comme on fouine aujourd'hui, dit-il, dans le passé du camp Zuma en Afrique du Sud ou dans le passé du camp Dos Santos en Angola. Alors moi, je n'ai pas cité le premier vice-président Kabound. Je ne voudrais pas le faire parce que c'est mon collègue avant tout. Il est membre du bureau et comme tel, il fait partie de mon équipe. Donc vous avez voulu, vous, évoquer ces propos, mais les propos des individus ne doivent pas occulter la volonté d'être ensemble en équipe au niveau institutionnel. Alors oui, le premier vice-président Kabound a tenu certains propos, ça l'engage, mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu ça relayé par le président Tshisekedi lors de ses prises de parole sur la coalition. Donc je crois que n'essayons pas de dramatiser, essayons peut-être au contraire de construire. C'est quand même assez inédit finalement. C'est la première fois que dans l'Afrique des Grands Lacs est une Afrique des hommes forts, avec un système monolithique, où le président en fonction a généralement la majorité à l'Assemblée nationale, où généralement les transitions de pouvoir se font par la guerre, ne se font pas par le recours aux urnes. Et le mauvais élève de la RDC, qui en 2016 était sujet à tous les soupçons, a montré finalement dans la région des Grands Lacs qu'il pouvait respecter sa constitution de 2006, qui dit pas plus de 2 mandats, qu'on pouvait passer le témoin à un successeur. Et chez nous, contrairement par exemple à l'Angola, et c'est un exemple purement factuel, c'est un président d'une sensibilité politique X, en l'occurrence le président sortant Joseph Kabila, qui transmet le témoin à un président issu de l'opposition. Moi, je pense que c'est une belle démonstration de début de respect de la démocratie et c'est là-dessus, à mon avis, qu'on doit capitaliser pour nous-mêmes la RDC, mais aussi dans les Grands Lacs, dits des hommes forts. Et est-ce qu'en 2023, vous prendrez votre revanche? Est-ce que l'ancien président Kabila sera un nouveau candidat? Le Congo n'est pas une revanche, le Congo n'est pas un deal, le Congo n'est pas une négociation. Et la politique, c'est pas un combat d'individus, c'est un combat d'idées. Et donc je crois qu'il est trop tôt pour parler de 2023. À mon avis, essayons déjà de très bien faire 2019, 2020, 2021. On voit quand même des difficultés au sein de la coalition à prendre des décisions, notamment tout ce qui est nomination. On l'a vu pour la magistrature. On attend la nomination de nouveaux magistrats depuis septembre. Les ambassadeurs, il en manque une trentaine à travers le monde. Et même pour les entreprises publiques, il n'y a absolument pas de nomination. Donc en dehors du gouvernement, finalement, toutes les institutions sont bloquées à des négociations. On a l'impression qu'elles n'avancent pas. Alors je crois que c'est faire un mauvais procès à la coalition, parce que de tout temps, les désignations
désignations d'ambassadeurs, les désignations dans les entreprises publiques ont toujours pris beaucoup de temps. Mais vous dites que la coalition semble avoir bloqué les institutions. Alors je ne sais pas, parce que la coalition a mis sur pied un gouvernement, la coalition a amené l'institution Assemblée nationale et puis l'institution Sénat, mais je crois que ça doit aller par étapes. Pouvait-on faire en sens inverse, nommer les ambassadeurs et les mandataires sans avoir d'Assemblée nationale, sans avoir de Sénat, sans avoir de gouvernement? Non. Nous avons un gouvernement depuis le 6 septembre. Nous sommes le 25 novembre. Donc finalement, ce gouvernement a moins de 3 mois. Est-il raisonnable en moins de 3 mois de procéder à toutes ces étapes que vous avez décrites de nomination de mandataires, d'ambassadeurs, de magistrats? C'est un peu présomptueux. Même ailleurs, ça ne se fait pas aussi rapidement. Dans quelques jours, votre Assemblée nationale va voter le budget 2020 et la mesure phare du nouveau chef de l'État, c'est la gratuité de l'enseignement de base. 2,7 milliards de dollars devraient être financés grâce à l'aide extérieure. Pourquoi, Janine Mabunda, n'avez-vous pas mis en place cette mesure très populaire, évidemment, quand vous étiez au pouvoir avec Joseph Kabila? Quand vous étiez au pouvoir, vous parlez au passé. Apparemment, je travaille encore à l'Assemblée nationale. Donc, quand votre camp était à la présidence. Alors, je n'aimerais pas tomber dans ce débat de qui a dit, qui a fait, mais je pense qu'il vous souviendra que le principe de la gratuité d'enseignement a été mis sur pied lors du mandat de Joseph Kabila. Et à l'époque, il y a eu un programme avec la Banque mondiale de construction de 1000 écoles par an. C'était le préalable. Arrive alors à la suite de ça, ce principe de la Constitution que le président Tshisekedi a réitéré et matérialisé, gratuité de l'enseignement. Le principe est louable. Maintenant, dans le cadre du budget, vous avez suivi les débats avec les députés et vous avez observé la réaction de certains enseignants et de certains élèves. La gratuité de l'enseignement a suscité un très grand engouement. Et donc, puisque l'école est gratuite, là où on était à 40 en payant un minerval dans une salle de classe, aujourd'hui on est à 100 avec le même enseignant et avec une gratuité de l'enseignement qui parfois ne permet pas la prise en charge complète à coût réel de l'enseignant. Et donc c'est ce défi-là aussi que le budget 2020 doit aborder. Il y a un déficit de 2,7 milliards de dollars. Il faut être sincère et réaliste de dire que c'est un défi, ça ne va pas être facile. Bien sûr, il y a l'aide extérieure, mais je crois que nous devons aussi faire des efforts internes dans l'examen critique de ce budget pour voir d'où viendront les fonds pour pouvoir faire face à cette promesse de manière réaliste, technique, non propagandiste. Et c'est tout le travail de la commission ECOFIN en ce moment. Vous trouvez Félix Tshisekedi trop propagandiste? Je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi était trop propagandiste. J'ai juste précisé qu'il y a une attente de l'opinion par rapport à ça. Et les critiques que nous avons reçues de l'opposition, c'est que notre mesure de gratuité de l'enseignement est une mesure propagandiste. Et c'est dans ce contexte-là que je dis attention, comme autorité budgétaire, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de ne pas considérer que l'examen du budget est un vote automatique, est un vote en blanc. Vous avez suivi les débats très critiques sur la faisabilité en une seule année de cette mesure. Et notre travail, justement, c'est d'accompagner, de soutenir le gouvernement de coalition pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. D'un côté, affirmer le principe de la gratuité, mais de l'autre, mettre des ressources réalistes en face pour que ce principe puisse s'appliquer. On sait déjà à l'heure actuelle, en tout cas, que les 2,7 milliards, ils ne sont pas sur la table dans ce budget. Il n'y a pas la totalité de cette somme-là, non, pour la gratuité. C'est justement pour ça que l'autorité budgétaire va faire un examen scrupuleux de ce budget pour pouvoir y donner tout l'accompagnement nécessaire avec des priorités sur l'éducation et donc la gratuité de l'enseignement, des priorités sur la santé des Congolais. Le président Tshisekedi a parlé de couverture universelle, des priorités aussi sur la sécurité. Mais en fait, ce qu'on voit dans ce budget, c'est aussi que les institutions, y compris la vôtre, vont coûter très cher au budget de l'État. Et ça, c'est toujours une critique. On a peur de voir la gratuité qui est pas financée et de voir les institutions finalement manger une partie du budget qui est alloué aux dépenses sociales. Je pense qu'il y a un vrai débat sur cette structuration du budget et effectivement les charges du personnel de l'État en général, qui est cet État avec 26 provinces, 146 territoires. Le fonctionnement institutionnel voulu par la démocratie de tous ces mécanismes reste relativement coûteux par rapport à la capacité de mobilisation de nos recettes. Et c'est là le défi. Où est-ce qu'on fait les arbitrages en fait? Mais je pense que dire que c'est parce que l'État coûte cher qu'il n'y aura pas la gratuité de l'enseignement, je pense que c'est un faux débat. Le gouvernement était extrêmement responsable quand ils ont décidé de lancer le principe de la gratuité scolaire, mais pas que. La lutte contre la pauvreté et la faim, la couverture de santé universelle, ce sont autant d'outils sociaux pour permettre en fait de donner du sens à la démocratie congolaise. Mais est-ce que les institutions ne doivent pas faire un effort ?
Je suis d'accord avec vous, je ne le nie pas. Et c'est dans ce sens-là que je dis, nous avons eu un débat extrêmement critique sur quelle est la capacité financière et la marge de manœuvre que nous avons pour réaliser ce budget par rapport à toutes les attentes sociales finalement de nos populations. Et donc il y a un équilibre à trouver entre la nécessité de faire fonctionner un État, dans un État qui a la taille de l'Europe, et les priorités d'engagement sociaux que nous avons pris vis-à-vis de cette population lorsqu'elles ont accepté le projet politique de la coalition CACH-FCC. Mais est-ce que le plus simple pour récupérer des fonds, c'est pas de faire le choix de l'Angola et de faire des audits et de commencer à récupérer l'argent là où il a été détourné? Ce n'est pas exclu. Quand on parle de pression fiscale, c'est lutter contre la corruption, c'est lutter contre le coulage de recettes. Il faut dire aussi que nous sommes un pays frontalier avec des frontières relativement poreuses, des systèmes aussi parfois qui ne sont pas uniformes. Juste, vous parlez d'une assiette fiscale élargie. Ça veut dire concrètement plus d'impôts, notamment plus d'impôts sur les Congolais. Donc je repose ma question, pourquoi est-ce que vous n'opérez pas des audits sur les entreprises publiques ou sur tous les fonds sur lesquels il y a eu des soupçons de détournement? C'est le choix par exemple de l'Angola. Ils ont cherché à récupérer de l'argent comme ça, ils en ont récupéré quand même beaucoup. Je crois que vous prêchez une convaincue. Je voudrais juste vous rappeler que dans le passé, j'ai travaillé au ministère du Portefeuille, donc j'ai quand même une idée du potentiel des entreprises publiques. Et à l'époque, nous avions fait des audits pour la première fois, d'ailleurs non pas par des services de l'État, mais par des cabinets indépendants. Ça avait suscité le tollé, mais au moins si on peut prêcher par les faits, ces faits-là parlent pour nous. Alors, à l'Assemblée nationale, nous avons une Cour des comptes qui peut faire des audits. Nous sommes là depuis un peu moins de 6 mois. Je pense que nous avons à peine reçu la loi de reddition des comptes de 2018 et c'est à partir de là qu'on va travailler. Je rappelle aussi que plusieurs de mes collègues ont placé et positionné dans l'agenda parlementaire des demandes d'enquête parlementaire, des demandes de contrôle parlementaire, que ce soit question orale, question écrite, mission d'enquête, mission de terrain, audit comme vous les appelez. Tout ça sur différents sujets est déjà positionné et je pense qu'avant la fin du mois de décembre, on aura déjà quand même un agenda assez chargé sur les questions d'audit à l'Assemblée nationale. Vous pouvez compter sur nous sur base du passé, en tout cas de ce que nous avons fait au portefeuille. Les États-Unis et la France annoncent qu'ils veulent aider la transition et le président Tshisekedi, il débloque plusieurs centaines de millions de dollars. Le FMI espère signer un accord avec votre pays. L'isolement du temps de Joseph Kabila, c'est terminé? Je crois que c'est une autre approche. L'isolement était peut-être lié à tout ce débat qu'il y a eu sur la perception réelle ou supposée que certains de nos partenaires avaient sur notre volonté de démocratie. Et je viens de rappeler que nous sommes le seul pays dans les Grands Lacs, ou en tout cas un des rares pays dans les Grands Lacs, où nous n'avons plus le même dirigeant, où les dirigeants en tout cas se sont effacés face au respect de la Constitution. C'est pas Vous faites allusion au Rwanda ou au Burundi? Je crois qu'on observe quand même les Grands Lacs. Est-ce que les changements de leadership se font rapidement et naturellement dans les Grands Lacs? On observe et nous, on a voulu juste respecter la démocratie. Donc, on ne peut pas à chaque fois faire le procès de la RDC sans regarder le contexte global dans lequel il se pose. Il y a des divergences au sein de l'opposition Lamouka, notamment entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Pour le poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée, visiblement, vous avez défendu le candidat pro-Bemba. Est-ce que vous allez également défendre un candidat pro-Bemba pour le poste de porte-parole de l'opposition? Alors, d'abord, je voudrais préciser que la majorité n'interfère pas dans les votes qui concernent l'opposition. Oui, mais vous pouvez influer. C'est pas ce qui a été fait. En réalité, ce que nous avons souhaité, c'est que l'opposition à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, choisisse son candidat. Au Sénat, c'est un candidat, pour parler dans vos termes, pro-Moïse Katumbi, qui a été élu. C'est mademoiselle Kamitatou, qui est rapporteure adjoint au Sénat, et elle représente la sensibilité du groupe de l'opposition de Moïse Katumbi. À l'Assemblée nationale, c'est une autre sensibilité à l'intérieur de ce groupe de la Mouka qui a été retenu et qui est MLC. Mais la majorité n'a rien à voir, en fait. Comme ils sont les plus nombreux au sein de la coalition Lamouka, les députés pro-Katumbi revendiquent le poste de porte-parole de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'il faut laisser à l'opposition la maîtrise de sa dynamique et je m'en voudrais de commenter. Nous, on va faire tout ce qui est possible pour les accompagner, pour que cette opposition joue son rôle. Elle a commencé en tout cas à le faire de façon très intéressante au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pas toujours facile, c'est vivace, parfois confrontationnel, mais c'est ça aussi la démocratie. Donc Moïse Katumbi n'est plus votre ennemi juré comme il l'était il y a encore 6 mois? Alors, dire que c'est un ennemi personnel, ça me semble excessif. Pas personnel, ennemi juré du camp Kabila qui l'a empêché de rentrer pendant 3 ans. Bon, vos propos vous appartiennent. En tout cas, moi,
tout ce que je vois, c'est qu'à l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition sont présents. Nous sommes obligés d'être ensemble pour faire fonctionner les institutions. Les Congolais n'ont jamais dit qu'en votant ou la majorité ou l'opposition, nous avions le droit de prendre en otage les institutions. Et ça doit nous servir vraiment de feuille de route. Madame la Présidente, merci.